Hey yo, bienvenue sur la chaîne La Vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler hip-hop, on va parler West Coast, on va parler West Side, on va parler Long Beach, on va parler Snoop Dogg. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on va parler Snoop Dogg. Donc pourquoi je parle Snoop Dogg aujourd'hui? Parce qu'il y a de l'actualité et puis parce que je suis fan de Snoop, je suis fan de la West Coast depuis à l'ancienne. Donc voilà, je vous fais partager un petit peu ma passion et puis voilà quoi. Snoop, ça reste Snoop quoi depuis des années quoi, depuis plus de 30 ans de carrière. 30 ans de carrière de 1991 à aujourd'hui, il est là, il est présent, c'est une des icônes du rap. Maintenant, certaines, les nouvelles générations le connaissent plus pour autre chose que pour le rap. Donc on va faire un retour après une annonce qu'il a faite de son prochain projet qui va sortir normalement courant novembre. Bon, à mon avis, ça sortira pas en novembre, mais parce qu'il n'y a aucun son qui est sorti, mais c'est ce qu'il a annoncé. Il travaille sur un nouveau projet avec Dr. Dre qui s'appelle The Missionary, le missionnaire, quoi, pour faire suite à Doggy Style, le projet qu'il avait entièrement travaillé avec Dr. Dre à l'époque. Donc, à l'époque de Death Row, il y a de ça plus de 30 ans. C'était en 1993 et on est en 2022. Donc ouais, c'est presque 30 ans, pas tout à fait 30 ans. Suite à cette annonce, je me suis dit je vais refaire un retour sur la discographie de Snoop Doggy Dogg. Parce que là, en fait, ça va être une boucle qui se boucle. Il a commencé son premier album avec Dr. Dre. Alors je dis pas que c'est son dernier album, mais voilà, il fait une boucle presque après 30 ans après, de sortir un projet avec Dr. Dre après avoir fait le fameux Super Bowl, la victoire du Super Bowl. Donc voilà. Donc je vais pas revenir, il a fait énormément de projets en 30 ans, mais je vais revenir sur les projets qui m'ont marqué, sur son run, parce qu'on se souvient pas, mais il a fait énormément de projets où ce qui a marqué sa carrière, on va dire, ce qui a fait de lui la légende qu'il est aujourd'hui. Donc allez, c'est parti, on est reparti pour faire une petite rétrospective sur la carrière et sur les albums, solo, groupe, sur les singles qui m'ont marqué. Voilà, allez, c'est parti. Alors, ce qu'on peut dire, je ne vais pas refaire toute l'historique de Snoop, hein, je ne vais pas refaire tout ça parce que voilà, il y a des gens qui l'ont déjà fait mieux que moi. Et puis, j'avais déjà fait une vidéo sur le dernier projet de Snoop depuis qu'il a racheté Death Row, que c'était Back on Death Row. J'avais fait une petite review de cet album-là et j'avais du coup profité pour faire un petit retour sur sa carrière et ses débuts, son histoire. Donc, je ne vais pas refaire son histoire, je vais juste dire que qu'est-ce qui marque le parcours de Snoop Dogg. Donc, on va commencer par dire que en fait depuis de 1992 à 2006 on va couvrir, c'est ce qu'on va dire son run le plus prolifique, enfin pas le plus prolifique en termes de succès, car c'est de 1992 à 2006, c'est 8 albums de minimum platine d'affilée. 8 albums de platine d'affilée. Peu d'artistes ont fait ça de 92 à 2006. Des albums solo et aussi les albums de groupe. Hein. Déjà, on va repartir sur ce qu'il a annoncé au monde. C'est le premier morceau marquant, c'est 187 on a undercover cop. 187. Donc 187, c'était sur la BO de, comment ça s'appelle ce film, 187 code meurtre, voilà, je sais plus c'est quoi le titre en anglais, je le marquerai en dessous. Et c'était donc en 92, début 92, donc il a fait cette BO avec le premier morceau qui s'appelle justement 187, et c'était Dr. Dre Introducing Snoop Dogg. Introducing Snoop Dogg avec l'accent. Donc c'est-à-dire que Dr. Dre faisait une introduction. On se rappelle que Dr. Dre c'est celui qui a découvert, bon je ne vais pas faire le truc avec Warren G, la cassette, l'anniversaire, freestyle, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il a fait découvrir au monde. Donc ça a mené directement fin 92 sur The Chronic, un album qui a fini 5 fois platine. Ou 5 fois platine, voilà, l'album de Dr. Dre, sachant que Snoop Dogg a grandement contribué à cet album, c'est-à-dire qu'il a écrit des morceaux, une bonne partie des morceaux. Ok, donc c'est la première mini-introduction, c'est 187. La deuxième grande introduction au monde, c'est donc sur The Chronic, donc notamment sur les morceaux Nothing But a G-Fang. Il y a plusieurs morceaux où Snoop est présent ou fait des apparitions.
Ensuite, donc en 1993, donc celui-là, déjà si tu comptes l'album de Dr. Dre, c'est un album où il a contribué, fortement contribué, donc 5 fois platine en 92. Ensuite en 93, Doggy Style, 4 fois platine. En 96, La Dog Favor, 2 fois platine. En 98, Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told, 2 fois platine. No Limit Top Dog, platine en 99. En 2000, The Last Meal, platine. En 2002, Pay the Cost to the Bloss, platine. R&G, Rhythm and Gangsta, The Masterpiece, platine en 2004. The Blue Carpet Treatment, platine en 2006, mais il a été certifié platine en 2007. Son dernier gros succès, c'est The Blue Carpet Treatment, c'était en 2006. Donc comme je l'ai dit, 14 ans où il a été présent, il a dominé, il a eu des tubes, des numéros 1, donc de 92 si on part de The Chronic, jusqu'à 2006. Avec ensuite l'album qui a suivi, qui était donc Ego Tripping, où là, effectivement, là, ça a été un peu la chute. C'était là le début de la fin de son règne, on va dire, entre guillemets, sur la West Coast. Donc c'était la fin de son règne, c'est-à-dire que lui, il a eu un run de 14 ans au top niveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de tube après, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Il a continué à sortir des projets, plus ou moins de bonne qualité, et même les albums de platine, ils sont pas tous du même niveau de qualité. Donc là, on parle juste uniquement de succès. Donc même si, par exemple, je vais prendre The Dog Favor, qui a suivi Doggy Style, ça a été considéré comme un échec. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est 2 fois platine. Deux fois platine, je répète, platine, c'est aux États-Unis, c'est 1 million d'albums vendus. Donc quand il fait 2 fois platine, tu as vendu 2 millions d'albums. Mais comme il passe après Doggy Style, en termes de qualité, il n'y avait plus Dr. Dre, et en termes de vente, ça s'est un petit peu réduit parce que ça fait 2 fois moins que Doggy Style. Doggy Style a fait au minimum 4 millions de ventes, c'est-à-dire 4 fois platine. Donc voilà, ça c'est en termes de succès. Donc on peut dire que de cette période-là, de 92 à 2006, il était au top du game, Snoop, en termes musicalement je parle, parce qu'après on va voir qu'après il fait de l'entertainment, il fait d'autres choses. Mais en tout cas discographiquement dans cette période-là, on peut dire qu'il était au top, qu'il représentait la West Coast, et que pendant 14 ans, il faut s'imaginer que chaque album qui sortait était minimum platine. Donc voilà, maintenant moi dans cette partie-là, quels albums j'ai préféré? Donc forcément Doggy Style, hein, et puis The Chronic, The Chronic. Donc de Chronic jusqu'à Doggy Style, pour moi, de 92 jusqu'à 94, jusqu'à 95 même, Snoop, il était quasiment intouchable, il était au sommet de son art. Voilà. Malheureusement, il a fait qu'un album entre ceux-là, mais il a été sur plusieurs projets. Il a travaillé donc sur The Chronic, comme je viens de le dire, Doggy Style, donc un album de A à Z, pour moi c'est un classique, et un de mes albums préférés de tous les temps, avec The Chronic aussi. Ensuite, il a travaillé sur The Dog Pound, l'album de The Dog Pound, où il est très présent aussi, il a écrit des textes. On a appris il y a récemment en interview qu'il a écrit des textes pour Warren G, donc il a travaillé sur l'album de Warren G. Alors ça diverge en fonction des trucs, l'autre il dit j'ai fait 50%, l'autre il dit t'as fait que 20%, bref, il a travaillé quand même sur l'album de Warren G. Il était sur l'album de Tupac, sur 2 morceaux. Il a travaillé aussi sur des BO, donc notamment Murder Was the Case, donc qui était une BO de chez Defro, qui était au top. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il était sur la BO Above the Rim. Donc voilà, tout ce qui touchait, c'était du succès c'est même pas que le succès, c'était de la qualité. C'est-à-dire que tous ces morceaux-là, entre cette période-là, de 91, 92 à 95, c'était de la top qualité. Même les freestyles, il faisait des freestyles, parce qu'il faut savoir que Snoop c'était à la base un freestyler plus qu'un créateur un écrivain de musique, de couplets, etc., de chansons. Il savait pas vraiment écrire de chansons, mais il savait freestyler. Et vraiment, c'était freestyle en improvisation. Il y a plusieurs types de freestyle. Tu balances un texte que tu as dans la tête. Il y a aussi l'improvisation. Et lui, c'était un vrai improvisateur. Et il faisait des battles aussi comme ça. Enfin, bref, donc voilà, moi c'est entre 92 et 95, il était au top en termes musicalement, limite il était plus haut que Tupac parce que souvent on compare Tupac et Snoop en termes de succès. Snoop avait vendu plus d'albums que Tupac jusqu'en 95. Voilà, donc ça il faut le savoir.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme projet qui m'a ensuite, donc voilà, les 2 albums, donc il a participé à 3 classiques d'affilée, c'est-à-dire The Chronic, Doggy Style et puis The Dog Food. Même s'il n'est pas sur tous les projets, tous les morceaux de Dog Food, mais il est quand même très présent. Il a écrit des morceaux, donc il fait des refrains, donc il est très présent sur ce projet-là. Donc on va marquer une cassure. C'est-à-dire qu'il y avait l'association avec Dr. Dre, il y a une cassure qui s'est produite en 96 pardon, sur l'album de Doc Favor. Donc qui a divisé les gens parce qu'il n'y avait plus la patte de Dr. Dre et du coup il y avait plus de producteurs comme Daz Dillinger, DJ Pooh essentiellement. Donc effectivement, donc ça se ressent en termes de qualité de choix des prods. Et même en 96, il avait changé de flow aussi. Il avait un petit peu moins cette hargne qu'il avait au début, à part sur quelques morceaux. Il avait un flow encore plus, donc il était un flow laid back, mais il avait plus cette hargne de la jeunesse de 95 et de jusqu'à 95 qu'il avait encore sur Dog Food. Donc il a un petit peu changé le flow, donc ça a pu déstabiliser. Bon, il y avait le procès aussi pour meurtre, etc., qui a influencé son album et du coup il n'a pas retravaillé avec Dr. Dre. Donc ça se ressent, mais ça reste quand même un projet qui est solide. Il y a quelques bons morceaux, mais il y a quelques choix de production aussi qui sont pas terribles sur The Dog Favor. Ensuite, du coup, il a quitté avec les problèmes Suge Knight et tout ça, la mort de Tupac. Il a quitté Death Row, tout comme Dr. Dre, mais ils sont pas partis dans le même projet. Donc, l'album d'après, voilà, j'ai clairement pas aimé, qui s'appelle That Game Is To Be Sold Not To Be Told. Donc il avait signé chez Master P et donc c'est son premier album chez Master P, donc il a pris la formule en quelque sorte Master P. Donc même si tous les sons ne sont pas forcément des sons estampillés, où ils ont essayé de faire des sons un peu G-Funk, etc., il a essayé de refaire une formule façon Doggy Style, mais ça marche. Enfin, pour moi, ça marchait pas. C'était pas son style. Il a voulu s'acoquiner avec le style de Master P. C'était pas son style. Donc cet album-là, moi, ça m'a pas marqué. Je l'ai, mais je l'écoutais pas. Ensuite, il y a No Limit Top Dog. Donc là, c'est un album important parce que c'est le retour du travail avec Dr. Dre. Donc il y a notamment 2, 3, 4 morceaux qui sont bien. Donc No Limit Top Dog, déjà remonte, c'est un de mes albums préférés de Snoop parce qu'il y a du Dr. Dre, il y a du Nate Dogg, il y a ce qu'on aime, il y a de la G-Funk, il y a Warren G, il y a des morceaux, voilà, il y a des bons morceaux, il y a 1 ou 2 morceaux et même les morceaux Master P et estampillés No Limit, ils sont bien. Donc ensuite il a enchaîné, en fait pour moi il a enchaîné ces 2 albums là, No Limit Top Dog et The Last Meal qui est un enchaînement de très bons albums, 2 très bons albums. Là aussi il a retravaillé avec Dr. Dre, il a retravaillé avec des producteurs un petit peu hors de la West Coast, Scott Torch avec comment il s'appelle, Timbaland. Non, très bon album aussi. The Last Meal fait partie pour moi de ses meilleurs albums. Après il y en a qui vont mettre en 2e, moi il y en a qui vont le mettre en 3e. De toute façon pour moi les 3 meilleurs albums, c'est les 4 on va dire dans le top 5, Doggy Style pardon, No Limit Top Dog, The Last Meal et Blue Carpet Treatment. Voilà, pour moi c'est mon top 4 des albums de Snoop. Donc voilà, ça c'est vraiment les albums que je vous conseille d'écouter. Il y a des tubes, il y a tout, il y a des hits, il y a tout ça. Pourtant les singles les plus vendus seront sur d'autres albums. Un des singles les plus vendus c'est Drop It Like It's Hot, c'est RNG, Rhythm and Gangsta, The Masterpiece. Donc moi c'est pas du tout un de mes albums préférés. Il y a quelques bons morceaux. Et en fait, après les morceaux, après The Last Meal, les albums en termes de qualité vont être trop. Il y aura toujours beaucoup de morceaux et tu auras à boire et à manger en termes de qualité d'album. C'est-à-dire que tu auras des super bons morceaux mélangés avec des morceaux moyens et il va essayer de satisfaire tout le monde en fait, Snoop, à un moment donné. Et c'est ça qui va faire que ces albums seront moins consistants. Heureusement, en 2006, il va revenir à plus de consistance avec de la Blue Carpet Treatment. Voilà, ça c'est l'album aussi que je vous ai dit qui m'a marqué. On va quand même parler d'un projet, donc comme je vais parler des singles, donc j'ai dit Drop It Like It's Hot, il y a Beautiful aussi qui est un des singles qui a super bien marché sur des albums que j'ai moins aimés.
Mais déjà, il a commencé avec ça à Beautiful, à travailler avec Pharrell. Et ce qui lui a donné ses premiers numéro 1, ses singles numéro 1 qui sont arrivés au top, en tête des ventes de singles. Alors que les singles de Dr. Dre, les albums étaient super bien, mais par contre les singles n'étaient pas numéro 1. Donc il avait fait remarquer ça dans une interview. Ensuite, je vais quand même parler d'Ego Trippin' parce que justement, c'est le début de la chute. L'album est pas mal, hein, pourtant. Il travaille avec Teddy Riley, avec DJ Quick. Il y a quelques bons morceaux, mais déjà, du coup, il a fait un album un peu plus doux. Bon, il avait déjà fait avec Rhythm and Gangsta, mais là, c'est une cassure un petit peu avec vraiment ce qu'il fait. Et en fait, il y a quelque chose qui doit porter la poisse pour moi, c'est sur un morceau qui s'appelle comment il s'appelle ce morceau, alors attends, Never Have to Worry. Pourtant c'est un morceau produit par TRS Martin que je kiffe bien, mais dans ce texte là il dit justement, parce qu'il était I never went gold nigga, c'est-à-dire j'ai jamais été disque d'or, c'est genre tous mes albums c'était des platines. Et en disant ça, c'est le premier album qui fait pas platine. Je sais même pas s'il a fait disque d'or. Et c'était en 2008. Et donc c'est le début de la chute en termes d'albums en tout cas. Ils feront plus d'aucun de ces albums ne feront ni disque d'or ni platine. Alors qu'est-ce qu'il y a comme donc je vais pas faire les albums dessus parce que après moi il n'y a pas d'albums qui m'ont. Il y a une suite d'albums qui m'ont pas trop plu. Mais à chaque fois, il y a eu quelques morceaux qui étaient bien. Alice in Wonderland, il y a I Wanna Rock qui a tout pété. Il y a Documentary, c'était quoi comme titre, il y a quelques sons avec R. Kelly et tout ça. Mais non, même celui-là, il n'y a même pas Documentary, il n'y a même pas un son qui a pété. Donc après, ça a été un petit peu le début. Après, de toute façon, il faut se dire la vérité, pour vivre, il n'avait plus besoin de faire des albums à succès. Il a fait beaucoup par contre de featuring à partir de 97. Avant, il était bloqué avec Defro. Et on va parler un petit peu des featuring, moi, qui m'ont marqué aussi en termes de featuring. Il y a un premier featuring je crois que c'est une des premières fois où je l'ai vu faire des featuring avec quelqu'un d'autre, c'est avec SWV. Mais celui qui m'a le plus plu, c'était avec Casey and Jojo. Donc ça c'était un des je sais plus le titre, je le remettrai, mais c'est un des premiers featuring hors Defro. Et franchement, j'ai dit voilà, Snoop il commence à faire des featuring, voilà. Après les featuring qu'il a fait avec Puff Daddy, je pourrais pas faire, la liste est longue, avec Puff Daddy, avec des gens, avec Ludacris, avec comment ça s'appelle, avec Method Man et Redman. Moi ceux qui m'ont marqué par contre, c'est un featuring avec Gangstar. Donc que j'ai bien kiffé, je crois que c'est In This Life. Et il y a un featuring avec aussi Wu-Tang et ODB surtout. Alors celui-là, il était pour moi très improbable. Je me serais jamais dit Snoop il va faire un feat avec le Wu-Tang et encore moins avec ODB. Et franchement, Snoop, j'ai bien aimé son flow. Sur ce son très Wu-Tang. Et franchement, je vous invite à aller écouter. Moi, j'avais bien kiffé ce son-là. Et il y a un feat aussi avec Nas, aussi sur Player on Player, sur un des albums de Nas, et que j'avais bien kiffé aussi. Pareil, je me serais jamais attendu à ce que Snoop fasse un couplet avec Nas, j'allais dire avec Tupac, avec Nas. Et du coup, le couplet de Snoop, et franchement, c'est pas un des meilleurs lyricistes, Snoop, mais il sort toujours des bons flows, enfin en tout cas à l'époque. Et franchement, c'est un des featuring que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le featuring avec un qui m'a bien marqué aussi, c'était avec Rough Riders Worldwide 3, avec Scarface, avec Jadakiss, et je sais plus, il y a un quatrième, Snoop et puis quelqu'un d'autre, je sais plus qui. Et chacun représentait son State Your Name, Gangsta, Snoop Dogg, Long Beach, Westside. Et chaque fois tu dis genre ta côte, tout ça, franchement c'était bien. Voilà, qu'est-ce qui m'a d'autre marqué? Il y a des featuring avec Jermaine Dupri aussi qui m'avait marqué, hein, qui était sur 1472, où il y avait Warren G, et sur une prod de DJ Premier aussi. Franchement, j'ai bien kiffé ce feat. Après, la liste est longue, hein, je ne vais pas citer tous les feats, mais en tout cas, c'est un des mecs qui a fait le plus de feats avec même des Vietnamiens, des trucs. Donc, c'est pour te dire la renommée internationale de Snoop et
l'accessibilité en fait de Snoop, c'est-à-dire que je veux te dire même un Français, il y a des Français qui ont fait des feats avec Snoop et non, et il y en a un qui va vous faire marrer, c'est même pas un rappeur, c'est Jamel Debbouze sur Mission Cléopâtre, il a fait un son avec Snoop, un son bien West Coast en plus, donc ça c'est voilà, ça c'était un truc à souligner. Et voilà, sinon sur les projets groupes, ce que j'ai bien kiffé, c'est le projet avec 213, c'était 213 The Hard Way, et il y avait le projet aussi de Daysiders qui a fait platine aussi, c'est un album à succès. Là il était en tant que producteur et rappeur qui est du groupe Daysiders. Qu'est-ce qu'il a fait comme, il a fait un son avec il a fait aussi Babel of Love qui est sorti récemment il y a peut-être 4-5 ans, un album gospel, et franchement cet album là est à écouter. Alors bon, Snoop il chante un petit peu, il rappe un peu, il y a plein d'invités de gospel et c'est vraiment un bon album funky. Après les derniers albums Back on Death Row, après il y a toujours, comme je dis, à boire et à manger dans les albums de Snoop. Donc tu vas retrouver des super bons morceaux, bien gangsta, sur Kool-Aid, sur les derniers albums, et puis des morceaux vraiment un peu pour faire plaire un petit peu à telle population, et du coup ça s'éparpille un petit peu et ça baisse en qualité à chaque fois sur les albums. Donc on sait qu'il fera plus d'albums platine, même l'album avec Dr. Dre qui va arriver, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'était pour dire que voilà, la carrière de Snoop elle est longue, les gens l'appellent encore pour faire des feats, il arrive à faire encore des hits, il a fait des feats avec Katy Perry, il a fait un feat là qui a bien marché avec Lil Duval qui était numéro 1, il a fait un album avec Pharrell, Bush. Alors que je m'attendais à beaucoup mieux, mais ça reste un album quand même spécifique dans sa discographie. Donc voilà, maintenant c'est devenu plus un entertainer. C'est-à-dire même en tant qu'artiste, il écrit quasiment plus ses textes, mais il est capable de venir à la radio, de faire des freestyles, de lâcher des freestyles, des improvisations. Donc ça reste quand même quelqu'un qui fait ça plus par passion maintenant que pour gagner des thunes. Il a arraché des fros. Mais ça reste moi quelqu'un que je suis quand même sur ce qu'il fait. J'ai bien aimé le dernier projet. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Dr. Dre. Je suis curieux parce que j'ai pas trop kiffé le dernier projet de Dr. Dre qu'il a fait pour GTA. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire avec Snoop, même si je m'attends pas à grand chose de ouf non plus. Mais ça peut être sympa pour voir s'il y a eu de l'émulation avec les deux, pour fêter un petit retour aux sources. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'était une petite rétrospective sur Snoop. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc voilà, c'était pour dire que allez check quand même cette discographie au moins jusqu'en 2006 si vous avez la flemme, et puis les quelques featuring que j'ai cités, où il y en a plein des featuring qui m'ont marqué, mais je pouvais pas tous les citer, et voilà, donc longue vie à Snoop, continue à faire de la musique, en tout cas moi je continue toujours à suivre, et voilà, c'était MLK Mike pour la vie de Mike, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.